Rebonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière session aujourd'hui sur tout ce qui est les gestions des entrepôts. On va attendre juste une minute ou deux maximum et on débute. Donc, bienvenue à tous à cette dernière séance de notre superbe semaine expérience. J'espère que vous avez apprécié toutes les sessions précédentes sur l'intelligence artificielle, le rapprochement bancaire, l'OCR et puis la gestion de projet. Aujourd'hui, tu peux avancer, Mathilde? Parfait. Aujourd'hui, un de nos conseillers seniors, M. François Carpentier, vous a préparé une présentation à laquelle il va vous démontrer toutes les nouvelles fonctionnalités là, qu'on a au niveau du WMS dans Finance et Opérations et avec tous les bénéfices, mais vraiment une démonstration, là, je dirais, live, comme on dit, directement dans le logiciel. Mathilde? Parfait. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, ça vous fait toujours plaisir d'y répondre. Vous avez tout simplement à aller dans questions et réponses, poser vos questions, vos suggestions, vos commentaires. Tout est bienvenu, comme on l'a fait là, durant toute la semaine. Mathilde? Donc, aujourd'hui, les nouveautés du module WMS ou entrepôt, la gestion des entrepôts dans plusieurs contextes, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités que François va nous démontrer aujourd'hui, qui a fait l'apprentissage. Beaucoup de choses qui peuvent être très intéressantes, dépendamment de votre contexte, là, naturellement, mais aussi on va regarder aussi comment on peut créer des flows rapides et une gestion des entrepôts à travers là, vos certains processus. Mathilde? Parfait. Bonjour et bienvenue à Expérience 2025 présentée par InMind Technologies. Le sujet d'aujourd'hui traite des principales nouveautés du module de gestion des entrepôts, ou WMS si on utilise l'acronyme anglais. Je me présente, François Carpentier, analyste d'affaires senior spécialisé dans les modules de la chaîne d'approvisionnement. Principalement le module du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le module de gestion des entrepôts. Je suis chez InMind depuis plus de 10 ans et cumule une expérience de plus de 25 ans en implantation de solutions ERP. À l'agenda aujourd'hui, j'ai préparé une liste des améliorations du module qui ont été ajoutées depuis les 2 dernières années environ. La première partie se fera à l'aide de diapos PowerPoint, tandis que la deuxième se fera à même l'application D365. Donc l'ordre du jour va comme suit. En premier lieu, je traiterai des codes GS1, l'acheminement des documents, ou c'est-à-dire la sélection dynamique des imprimantes, la création des projets d'implantation pour le module de gestion des entrepôts, détour menu appareil mobile et requête de données, emballage via appareil mobile qui est relié au sujet précédent, c'est-à-dire les détours menu appareil mobile que nous pourrons couvrir en même temps, les étiquettes de contenant avec modèle, les étiquettes personnalisées, les retours de marchandises non prévus à l'aide de l'application mobile,
Et finalement, l'application mobile version 4 qui vient tout juste de sortir à la fin de l'été. Les codes GS1 sont maintenant supportés dans D365 FNO depuis la version 10.0.35 de juillet 2023. Ici, j'ai une petite capture d'écran qui nous indique la différence entre les bons vieux codes qu'on connaît, les codes UPC ou les codes de produits qu'on peut scanner assez facilement, qui nous donnent principalement une information à la fois, c'est-à-dire soit le code produit, soit un code d'emplacement, soit n'importe quelle information qui serait lisible avec un lecteur de code barre, mais qui a une utilité à la fois. Tandis que le code GS1 traite multiples informations en même temps si on donne le bon standard. Les codes GS1 sont un standard international qui s'appelle Global Standards 1 qui permet d'identifier des produits et, comme je viens de le mentionner, beaucoup plus. Une multitude d'informations supplémentaires peuvent être ajoutées dans les codes barres, surtout les codes QR, étant donné que la limite est beaucoup plus large, et c'est-à-dire qu'on peut mettre un paquet d'informations sur un même code barre ou un même code QR. Comme par exemple le GTIN, le Global Trade Item Number, ou ce qu'on utilise souvent comme le UPC, les numéros de série, les numéros de lot, les dates d'expiration, les SSCC, les mesures et 289 autres informations différentes qui sont présentement disponibles dans la configuration de D365. Alors voici un exemple de tous les applications identifiers qu'on appelle dans le système, qui sont une information qui fait partie de la base de données, qu'on détermine si on l'utilise ou pas dans un code QR. L'adhérence officielle au standard GS1 n'est pas obligatoire pour l'utiliser dans D365. Donc, je m'explique. Le GS1 est bel et bien un standard international qu'il faut payer pour devenir l'identifiant unique. Donc, il y a un code de compagnie qu'on se doit de se procurer. Suite à ça, on enregistre nos produits avec ce préfixe de compagnie. Et par la suite, on a standardisé, dans le fond, l'utilisation de ce code-là à travers toutes les industries, et ça, c'est mondial. Si vous devez entrer plusieurs informations lors de vos réceptions ou vos sorties de stock, le standard GS1 peut être une solution. Donc, encore une fois, pas obligé d'avoir un code GS1 qui est l'identifiant de votre compagnie. On peut, malgré tout, utiliser tous les paramètres de la fonctionnalité d'impression des codes pour déterminer si par exemple, on inclut le numéro de lot dans notre code QR, donc le client qui recevrait la marchandise, sachant que le code QR contient plus qu'une information, c'est-à-dire le produit. Il y aurait également le numéro de lot, possiblement la date d'expiration et toute autre information que le client voudrait avoir sur la lecture d'un fameux code QR. Alors, le prochain sujet est maintenant la sélection dynamique de l'imprimante. Juste une précision ici, juste pour vous dire que le module de gestion des entrepôts supporte entièrement toute l'impression des étiquettes via l'utilisation d'imprimantes ZPL. Donc, ce qu'on appelle communément les imprimantes Zebra ou les imprimantes thermiques. Donc, toute étiquette qui est utilisée au niveau de la gestion des entrepôts, que ce soit des étiquettes de réception avec les license plates, que ce soit des étiquettes de contenant pour l'expédition. Ces étiquettes-là de ZPL avaient, juste pour vous mettre en contexte, auparavant, c'était assez direct. Donc, on avait une étiquette de license plate, on déterminait l'imprimante et c'est là que ça sortait. Pour les plus grands entrepôts, oui, il y avait une notion de gérer des zones, mais là, ils ont vraiment ajouté, c'est-à-dire Microsoft a ajouté beaucoup de fonctionnalités au niveau d'un traitement beaucoup plus dynamique, au niveau de la sélection de cette imprimante. Donc, comme je viens de dire, l'impression utilise multiples facteurs pour déterminer l'endroit le plus efficace géographiquement pour obtenir cette étiquette. Et une autre précision, la sélection dynamique est disponible pour les étiquettes de license plate et les étiquettes de contenant. Les requis de configuration. Donc, ça prend des imprimantes ZPL qui sont configurées avec le bon stock type. On dit stock type, c'est le type d'étiquette, c'est-à-dire le format.
Règle générale, le format 4x6 est quand même assez utilisé au niveau de tout ce qui est license plate et étiquette de contenant, mais ça peut être n'importe quel format d'étiquette qui rencontre les besoins. L'important de savoir ici, c'est que le type d'étiquette va être un des facteurs pour déterminer quelle imprimante peut être utilisée ou pas, parce que c'est vraiment le format de l'étiquette qui va nous dire, dans le fond, si ça peut être imprimé à cet endroit-là ou pas. Si j'ai une imprimante qui a du 2x2, il n'y aura pas de chance que je puisse imprimer une étiquette de contenant ou une étiquette d'expédition en utilisant le mauvais type d'étiquette. Autre requis de configuration, le format de l'étiquette avec le stock type. Donc, on relie notre fameuse étiquette qui est, comme par exemple ici, le license plate, en disant j'utilise du 4x6. Voici un petit diagramme qui explique dans le fond toutes les décisions qui sont prises au fur et à mesure pour déterminer si une imprimante est utilisée ou pas, basée sur les configurations qu'on aura entrées dans D365. Donc, la première étape, nécessairement, on détermine qu'il y a une étape d'impression qui se fait lors d'un processus particulier. Donc, la première question est, est-ce que l'override de l'imprimante a été sélectionné? L'override de l'imprimante, dans le fond, est une fonctionnalité qui peut apparaître sur l'appareil mobile qui me laisse choisir une imprimante que je voudrais bien utiliser à un moment précis. Donc, aussitôt que je fais un override, c'est l'imprimante qui est utilisée. Si ce n'est pas le cas, je passe à la prochaine étape, qui est la configuration par collaborateur. Ce que j'entends par collaborateur, c'est l'employé qui s'est authentifié sur l'appareil mobile. Un exemple d'imprimante d'étiquette pour un utilisateur. Donc, j'ai, encore une fois, mon type d'étiquette qui est sélectionné, l'entrepôt, l'utilisateur, donc le collaborateur, et l'imprimante. Si j'ai une imprimante qui est dédiée à un utilisateur, c'est elle qui sera prise en charge. Sinon, la configuration par emplacement ou par zone. Donc, encore une fois, même chose ici, Default Label Printers, j'ai mes emplacements qui est soit une zone ou un emplacement spécifique. Si on pense à la zone d'emballage, qui pourrait être une zone spécifique, pas une zone, mais un emplacement spécifique, ce serait un exemple parmi tant d'autres. Sinon, une zone, donc j'ai une réception qui est faite à l'autre bout de l'entrepôt. Je veux m'assurer que l'étiquette de réception soit imprimée à cet endroit et non pas à l'autre bout de l'entrepôt où est-ce que j'ai également des réceptions qui sont effectuées. Sinon, j'ai la configuration par appareil mobile. Donc, quand on parle d'appareil mobile, c'est je me suis logué sur une machine, donc un appareil soit mobile ou pas. Je m'explique. C'est-à-dire que je pourrais utiliser l'application mobile, mais sur un PC. Donc, le PC étant fixe, je pourrais déterminer les imprimantes reliées à cet appareil, qu'on dit mobile, mais qui ne l'est pas, surtout si l'application est utilisée sur un PC. Comme par exemple ici, les appareils. J'ai encore une fois mon type d'étiquette, l'appareil mobile, et avec le menu de roulant, je peux voir aussi des noms plus communs qu'on peut changer sur les appareils mobiles qui sont enregistrés dans D365. Sinon, l'identification du hardware, donc le numéro du poste, comme par exemple. Donc, dans ce cas-ci, c'était mon exemple ici sur mon PC. J'ai l'application mobile. Je suis capable de déterminer que si je prends ce device ID, je peux envoyer les impressions sur une imprimante particulière. C'est surtout pratique pour les tables d'emballage, où est-ce que ce n'est pas rare qu'on a l'application mobile, mais qui est installée sur un PC. Sinon, est-ce que j'ai une imprimante fallback? Donc, si toutes les réponses en haut tombent à non, là, j'ai l'imprimante standard de l'étiquette ou bien l'imprimante fallback qui serait déterminée dans le routing du document, où est-ce que lorsque j'ai un license plate, j'ai une imprimante particulière qui est utilisée comme un fallback printer. Donc, mon fameux catch-all. Nous sommes maintenant rendus à la création des projets d'implantation.
pour démontrer ce point, je vous amène directement dans D365 pour que nous puissions voir un petit peu de ce qui en ressort. Donc, au niveau des projets d'implantation, c'est tout simplement d'avoir une liste qu'on peut suivre de façon dynamique pour s'assurer qu'on passe à travers tous les points de configuration afin d'avoir un module fonctionnel. Première des choses, nous devons créer un nouveau projet. Exemple, je vais dire WMS Montréal. Une fois que le projet est créé, ici, j'ai la possibilité d'importer les tâches par défaut. Donc, ici, le système va générer les tâches qu'il soupçonne qu'on devra faire afin d'avoir notre module 100% fonctionnel. Les tâches sont maintenant générées. On peut voir ici à l'écran que toutes les tâches ne sont pas faites. Donc ici, je vois le détail de tout ce qu'il y a à faire au niveau des différentes tâches. Il y en a quand même toute une bonne liste au niveau du module. Donc, ça nous aide à suivre un petit peu où est-ce qu'on en est. Il y a également la possibilité de les bouger en haut, en bas. Donc, changer un petit peu l'ordre des tâches qu'on aura à effectuer. On s'entend que les tâches ont été quand même mises dans un ordre assez logique. Donc, il ne nous fera pas faire une configuration qui nécessite une autre. Donc, il va s'assurer qu'on suive la logique d'affaires afin d'avoir toutes les informations pour pouvoir poursuivre à la configuration suivante. Il y a également la possibilité d'ajouter des tâches que nous pourrions faire ici. Test, task, et la possibilité d'ajouter des liens vers des menus existants dans les différents modules. Parce que oui, ici, je ne l'ai pas mentionné, mais exemple, s'il nous dit qu'il faut que tu aies généré tes sites, il y a la possibilité de suivre le lien et il nous amène au bon endroit afin de compléter ce qu'on a à compléter. Le prochain sujet combinera les 3 points suivants de l'agenda, c'est-à-dire les détours des menus de l'appareil mobile et requêtes de données, l'emballage via appareil mobile ou station d'emballage sur PC qui utilise la même solution informatique, et les étiquettes de contenant qui utilisent les modèles, c'est-à-dire étiquettes avec en-tête, corps et bas de page. Le processus d'emballage nécessite l'entrée de plusieurs informations lorsqu'un collaborateur effectue cette tâche, et celui-ci peut devenir fastidieux. L'utilisation des détours jumelés avec des requêtes de données ou des transactions WMS existantes facilite l'entrée de ces informations. L'exemple que je vais démontrer utilise pas moins de 7 détours, 5 requêtes de données et 2 fonctions existantes WMS pour la création et la fermeture des contenants ou des boîtes d'expédition. Tous ces détours seront disponibles sans sortir du menu principal d'emballage. Je vais démontrer 3 de ces détours sur les 7. Donc, dans ce fameux processus des étapes d'emballage, la première chose à effectuer lorsqu'on effectue cette tâche, c'est d'identifier la station d'emballage. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser un détour numéro 1 que je vais me présenter avec requête de données pour bien identifier les stations d'emballage disponibles. L'identification des expéditions à emballer à chacune de ces zones d'emballage, donc détour 2 avec requête de données. Ensuite vient le scan des produits à emballer. Dans quel contenant ils seront emballés, donc nécessairement une création de contenant est nécessaire à ce stade-ci, qui sera le détour 3 pour la création du contenant. Ensuite, liste des contenants disponibles sur une expédition, parce que rien ne nous empêche de faire de l'emballage à multiples boîtes ouvertes en même temps, donc de choisir le produit qui va dans quelle boîte, tout en scannant le contenant, bien entendu. Et finalement, lorsque tout est plein dans une boîte et tout est emballé, la fermeture du dit contenant. Alors maintenant, dans D365 et l'appareil mobile, donc voici ici l'appareil mobile, au niveau de l'emballage, voici les différents choix que j'ai ici. Donc, si je veux effectuer la tâche de l'emballage, je vais sur Packing et là, il me demande de m'authentifier sur une zone d'emballage ou une table d'emballage ou une section d'emballage. Là, je n'ai pas de détour ici, donc il s'attend à ce que je fasse une lecture soit d'un code barre ou que je tape l'information au niveau de la section d'emballage. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller scanner l'emplacement d'emballage, je vais plutôt utiliser un détour qui fait des requêtes de données pour me lister toutes les
emplacements d'emballage qui sont disponibles dans cet entrepôt. Donc, tel que mentionné, je vais m'ajouter maintenant un menu au niveau des appareils mobiles qui va faire la recherche des emplacements d'emballage dans mon entrepôt. Ce qui m'amène à, dans le fond, démontrer toutes les requêtes de données qui sont possibles dans l'appareil mobile. Donc, l'utilisation peut être très large au niveau de lister les articles qui sont dans une réception de marchandises. Donc, toute requête de données qui est reliée à une transaction de l'appareil mobile peut être ajoutée et faire des liens entre ces données pour transférer les informations de A sans avoir à sortir et à réentrer, dans le fond, ces informations-là une deuxième fois. Ici, je vais faire une fameuse recherche de mes emplacements d'emballage. Donc, lookup packing en mode indirect. Je vais aller choisir l'ajout de fonctionnalité ici qui est le Data Inquiry. Dans mon Data Inquiry, je vais aller devoir questionner une table WMS location. Et voilà. Ensuite, je ne voudrais pas nécessairement lister tous les emplacements de mon entrepôt. Je ne veux pas voir les emplacements de stockage, je ne veux pas voir les emplacements de réception. Je veux strictement voir les emplacements qui sont de type, donc de type emballage. Ici, j'ai mon Location Profile qui est de type pack. Et voilà. Donc, si je fais un preview ici, pour voir si les données sont bel et bien bonnes, je vais voir ici, dans mon 62, j'ai mon pack 1, pack 2. C'est parfait. Donc, ma première requête de données est faite à ce stade-ci. Maintenant, c'est bien beau d'avoir fait la requête, mais qu'est-ce qu'on va vouloir afficher à l'écran lorsqu'on fait cette fameuse recherche? Donc, je vais aller dans mes champs à afficher. Et là, je vais aller choisir les différents champs que j'aurai besoin d'afficher pour l'utilisateur. Je vais aller ici ajouter mon WMS Location ID, qui est mon code d'emplacement. Ensuite, WMS Location ID. Ensuite, Invent Location ID. Le profil de l'entrepôt. Log Profile ID. Le Display Quantity. Et finalement, mon Display Item ID. Et voilà. Donc ça va permettre, dans le fond, l'identification de certains champs qui seront affichés sur une tuile que vous allez voir dans quelques instants. Je vais ensuite créer une deuxième requête de données qui va aller voir, dans le fond, toutes les expéditions qui sont prêtes à emballer à une table d'emballage ou à une section d'emballage. Donc, je vais me créer un nouveau menu qui va aller voir toutes les expéditions disponibles à être emballées. Donc, encore une fois, toujours le Data Inquiry qui est ici, avec la table WHS Shipment Table. Save. Au niveau du query, là, je ne voudrais pas toutes les expéditions. Je veux seulement voir celles qui sont ouvertes, relâchées à l'entrepôt ou in process. Donc, je vais aller chercher mon shipment status. Donc, mon shipment status qui est ici. Je vais aller choisir mon open, waived et in process. Donc, je ne verrai pas ceux qui sont déjà chargés, expédiés ou reçus.
Ensuite, je vais ajouter un autre critère qui sera l'entrepôt. Je vais pas voir les expéditions des autres entrepôts. Et voilà. Finalement, les champs à démontrer ici, je vais vouloir voir le shipment ID, ensuite le shipment status, ensuite le delivery name, donc le nom de l'expédition, delivery name, le nombre de cartons, le nombre de lignes d'expédition, ensuite le volume total, ce qui m'aidera à déterminer quelle sorte de contenant j'ai besoin. Donc, display total volume, display total weight. Et voilà. Donc, ça, c'est prêt à être utilisé et ajouté comme détour. Et le troisième détour que j'avais mentionné que j'allais vous démontrer est le détour numéro 3 qui est la création du contenant. Donc, ici, ce ne sera pas une requête de données, mais plutôt un menu qui sera ajouté comme détour, mais sur une activité qui est existante dans D365. Create container, c'est un mode indirect, et ici, je vais avoir la notion de container creation. Et voilà. Donc, les détours étant créés maintenant, il me reste à faire l'ajout des étapes dans lesquelles je vais vouloir faire apparaître ces différents menus. Une chose très importante à savoir est de s'assurer d'ajouter les détours à un menu qui serait accessible aux différents collaborateurs qui ont besoin de ces détours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans mes menus, la création de contenant, il faut qu'elle fasse partie d'un menu accessible aux collaborateurs. Donc, je vais aller modifier ici mon menu et je vais ajouter Create Container pour être sûr de l'avoir de disponible. Même si je l'utilise comme détour, il faudra qu'il soit disponible comme si j'allais le chercher en mode, disons, standalone. Donc, ici, j'ai Packing et j'aurai mon Create Container, Close Container. Je ne serai pas obligé de sortir de Packing, mais il faut que la transaction soit disponible pour le collaborateur. Même chose pour les deux requêtes de données que je vais aller mettre dans mon menu Lookup et que je vais aller chercher mon Lookup Location, Lookup Packing que j'ai fait ici et Lookup Shipments que j'ai également fait. Donc Lookup Packing et voilà. Donc mes trois détours sont maintenant ajoutés à mes menus. Il va me rester maintenant à les imbriquer dans l'application mobile sous la transaction packing. Donc, le premier détour que je vais ajouter ici à mon processus d'emballage est la fameuse requête de données pour lister les emplacements d'emballage. Pour ce faire, je vais aller dans mes menus items et dans les mobile device steps. Donc ici, je vais rechercher l'endroit qui me demande d'entrer l'emplacement d'emballage, donc qui est le step ID de Packing Location ID. Parfait. Ici, je vais ajouter une étape de configuration à mon menu Packing. Ici. Parfait. Et là, je vais m'assurer que lorsqu'il va lister, le système listera les différents emplacements d'emballage, que lorsque je vais en sélectionner un, qu'il me retourne l'information automatiquement. Donc ici, dans mes détours, je vais m'assurer d'aller chercher mon Lookup Packing. Et
les champs que j'enverrai vers la requête de données ne sont pas nécessaires dans ce cas-ci. Par contre, lorsque je vais sélectionner un emplacement, je vais vouloir qu'il me retourne l'information automatiquement. Location, et voilà. Parfait. Donc, le premier est fait ici au niveau du packing. Alors, voici un exemple de l'ajout du détour au niveau de la station d'emballage. C'est que là, j'arrive à mon packing location et si je veux changer de packing station, je vais utiliser mon fameux détour que je viens tout juste de configurer en cliquant sur Lookup Packing Station. Dans quel entrepôt je suis, le 62. Et là, il me liste le pack et le pack 2. Donc, ici, je vois que j'ai des items à emballer parce que dans Item Number, j'ai multiples. Donc, il y a nécessairement au moins 2 articles à emballer différents qui sont présents dans l'emplacement d'emballage qui s'appelle pack. Avant de poursuivre la démonstration, je vais aller ajouter mes 2 autres étapes au niveau de mes détours pour m'assurer que tout le processus soit complet et qu'on puisse effectuer l'emballage de A à Z. Je vais donc canceller cette transaction et poursuivre le travail au niveau de l'ajout de mes détours. Le deuxième détour que je vais ajouter, c'est la liste des expéditions disponibles à emballer à un emplacement d'emballage donné. Donc ici, je vais tout simplement aller ajouter dans mes device steps. Je vais aller chercher mon step ID qui s'appelle Shipment ID. Donc celui-ci. Donc lorsque le système nous demande de scanner un numéro d'expédition, on peut remplacer cette entrée d'information-là par une requête de données pour nous lister tout ce qui est disponible et d'aller choisir la tuile correspondante pour effectuer cette expédition. Donc Add Step, qui va aller encore une fois dans mon menu Packing, qui est ici. Et voilà. Et dans mes détours, je vais aller chercher Lookup Shipment. Donc, la recherche des expéditions disponibles. Encore une fois, je ne lui envoie aucune information, mais il m'en retourne au niveau du Shipment ID. Shipment. Et voilà. Donc, la deuxième étape est maintenant faite. Donc, les 2 derniers ajouts de détours que j'ai à effectuer, il y en a un qui est un petit peu plus tricky. C'est que j'ajoute une étape qui relie un détour à un détour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans mon packing, je vais ajouter la notion de créer un container. Et lorsque je vais créer un container, je vais ajouter un autre détour. La création du container est déjà un détour, mais je peux ajouter un détour à un détour. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans mon packing ici, liste-moi les containers qui sont déjà existants dans un emballage. Je vais ajouter ici, dans mon menu item, toujours le packing. Je vais ajouter un autre détour. Donc, j'en aurai plus qu'un. C'est soit que je fais une requête sur les contenants existants, ou bien j'en crée un nouveau. Donc, je vais aller chercher mon créer contenant, create container, qui est ici. Ici, au niveau de l'information qu'on aura à partager entre le Container ID toPack et le détour, là, je vais devoir envoyer de l'information à ce stade-ci pour dire d'où je pars. Donc, je lui envoie mon emplacement. Je vais le soumettre automatiquement. Donc, quand je pars d'un menu où est-ce qu'on a déjà entré la station d'emballage et en plus, on a déjà entré l'expédition sur laquelle on est en train de travailler. Donc, je lui envoie les 2 informations. Si je n'avais pas fait ça, rendu dans mon détour, il m'aurait demandé les 2 informations.
Il a dit, c'est bien beau, mais j'ai besoin de savoir c'est quoi l'emplacement et c'est quoi l'expédition que tu es en train d'emballer. Là, étant donné qu'on est déjà dans le menu d'emballage, on lui envoie l'information automatiquement et on va vouloir qu'il nous ramène un contenant qui aura été créé, qui est le Container ID. Container ID. Et voilà, je ne le soumettrai pas automatiquement pour qu'on puisse confirmer que c'est bel et bien la bonne information qu'on a de retour du détour. Le dernier et non le moindre, qui est le fameux détour du détour. Donc, je vais aller ajouter ici la notion de création de container. Pour ce qui est du dernier ajout au niveau des détours, je vais vouloir ajouter de lister tous les types de contenants disponibles lorsque le système me demande quel type de contenant on veut utiliser pour faire l'emballage. Donc, encore une fois, dans mes étapes, ici, je vais plutôt aller chercher tout ce qui est container type to create container. Je vais ajouter, pas, cette fois-ci, pas à mon menu packing, mais plutôt à mon create container. Donc, comme je disais tantôt, c'est plus une question d'ajouter un détour à un détour. Je suis dans l'étape que le système me demande quel contenant utiliser. Parfait. J'en ai pas encore, donc j'en crée un nouveau. En créant un nouveau, on ne sait pas quel type de boîte on veut utiliser, donc on se fait un détour sur le détour. Donc, create container ici. Et l'information, je vais plutôt aller chercher le lookup container types. Donc, je crée mon contenant, j'ajoute la liste des types de contenants disponibles à partir de ce menu. Me reste à recevoir l'information qui va me dire container type code. Container type code. Et voilà. Ce qui nous amène maintenant à l'étape de compléter la transaction suite à toutes les configurations de détours et de requêtes de données, de menus existants pour créer, fermer les contenants, ainsi de suite. Donc, l'étape d'emballage va comme suit. Je vais aller dans mon fameux packing. Il me demande d'entrer mon code de station d'emballage. On avait ajouté comme détour la liste de toutes les différentes stations d'emballage. Je suis dans mon entrepôt 62. J'ai mon pack 2. Je vais aller choisir la bonne station d'emballage qui nous concerne ici. Donc, c'est entré. Scanner l'expédition. Règle générale, nous aurions probablement un code barre qui identifierait cette transaction, mais le cas échéant que cette information-là n'est pas disponible, encore une fois, j'ai un détour qui existe qui va aller regarder toutes les expéditions disponibles pour ma station d'emballage. Donc, j'ai ici mon USMF 1234 avec mes deux lignes, le volume de l'expédition et le poids total qui est ici. Je choisis mon expédition, je confirme, et là, je scanne mes produits. Oui, j'ai également des lookups qui sont ici, que je pourrais aller chercher. Avec mon A001, j'ai une quantité de 1. Je vais le choisir. On confirme. Et là, il veut savoir dans quel contenant que je vais emballer cet article. Je n'ai toujours pas de contenant de créer, donc je vais aller chercher mon autre détour qu'on a fait tantôt, qui est créer contenant. Donc, je crée mon contenant. Encore une fois, j'ai le système qui me suggère par défaut une petite boîte, mais mon troisième détour qu'on avait créé, j'ai laisse-moi tous les types de contenants. Donc ici, je vais voir l'information concernant les mesures ou les capacités des différents emballages. Oui, je pourrais prendre celle qui était là par défaut parce que mon poids et mon volume total étaient suffisants. Parfait. Donc, je choisis le type de contenant. Et là, il me génère le prochain numéro de contenant qui est ici. Et c'est fait.
je scanne mon deuxième article où j'utilise ma requête de données. Typiquement, on utiliserait l'appareil mobile et on scannerait le produit avec son code barre. On scanne encore une fois l'emballage dans lequel ça va être déposé ou emballé. Et voilà. Donc, il me reste maintenant à utiliser un autre détour qui a été ajouté à mon menu packing, qui est fermer le contenant. Typiquement, j'utiliserai le code barre qui est rendu sur la boîte et je ferme mon contenant en choisissant l'unité de mesure et le poids qui serait confirmé ici. Et voilà. Donc à ce stade-ci, mon expédition est emballée. Tous mes produits sont là. Et c'est la démonstration, dans le fond, de l'utilisation des détours, des requêtes de données qui nous facilitent le travail, pas seulement dans l'emballage, mais dans toutes les transactions possibles et impossibles qui sont du WMS. On peut s'ajouter des écrans de recherche. On reçoit un article. On n'a aucune idée de c'est quoi les PO sur lesquels l'article pourrait se retrouver. On peut lister les PO qui contiennent cet article-là, et ainsi de suite. Donc, c'est assez puissant comme ajout de fonctionnalité au niveau des menus de l'application mobile. Et ici, juste à fin de démonstration, ma fameuse expédition qui était le shipment USMF 1234. J'ai maintenant l'étiquette d'expédition qui utilise les modèles, c'est-à-dire une portion en tête qu'on peut configurer un peu comme n'importe quel autre document, là, comme une facture client ou un PO, où est-ce que j'ai l'entête et j'ai une portion avec le corps qui liste les différents articles qui seraient dans la boîte et le bas de page qui est encore une fois configurable. Donc dans ce cas-ci, c'était pas quelque chose qui était disponible auparavant, c'était soit tout un, tout l'autre, c'est-à-dire c'était soit une en-tête, soit du détail, mais pas les deux. Donc l'ajout de cette fonctionnalité-là, d'utiliser les modèles ou les templates, ça nous permet d'avoir justement des étiquettes de contenu de boîte, ainsi que des license plates, et d'avoir l'en-tête de la transaction ainsi que le détail. Et finalement, pour les 3 derniers points de cette présentation, je vais y aller assez rapidement, question de rester dans le temps. Donc pour les étiquettes personnalisées, les RMA non prévus et l'application mobile version 4. Pour ce qui est des étiquettes personnalisées, ici, tout simplement, c'est qu'on fait une étiquette ZPL qui sera ici dans les layouts de label. J'ai l'option d'avoir des étiquettes personnalisées. Donc ici, j'ai un exemple pour tout simplement imprimer un code barre pour un code d'emplacement. Donc en se liant sur la table des emplacements du module WMS, ce que ça fait automatiquement, c'est qu'étant donné que je suis sur la table des emplacements, des locations, aussitôt que je vais aller ici dans les locations, ça me permet d'aller chercher mon entrepôt et de faire une sélection multiple ici. Je vais juste vous montrer l'imprimante. Et dans mes options, j'ai maintenant un custom label qui est ici, print location. Tout simplement. Donc, je choisis le type d'étiquette, l'imprimante ZPL. Et là, vous allez voir, ça s'imprime directement ici. Donc, j'ai mes fameuses étiquettes personnalisées. Ça peut être lié à pas mal n'importe quelle table, de n'importe quel module. Ça me permet de faire des étiquettes ZPL pour une multitude d'applications. Pour ce qui est des RMA non prévus, ici, donc si un client nous retourne des marchandises, on ne trouve pas d'RMA dans le système, le module nous permet de faire une réception et par la suite qui sera analysé par le service en clientèle pour voir ce qu'il y en est. Donc ici, j'ai fait un petit détour en passant pour entrer le code client. Donc je vais aller dans le code customer. Ça me permet de faire une recherche par le champ que je voudrais. Donc Contoso. Il va me lister la liste des clients différents qui contient le nom Contoso. Donc je peux en choisir un avec la bonne adresse et ainsi de suite. Donc je choisis mon client. Je scanne mon produit ou je le tape.
ici l'écran et je confirme le license plate de réception et je choisis la quantité. Donc, mettons que j'en reçois 2 pour finalement avoir les codes de disposition qui sont 100% configurables. Donc, par exemple, je m'attends à ce qu'il y ait un crédit de cette part-là, encore une fois, pour être chargé par le service à la clientèle. Une fois que ma réception du RMA non prévu est complète, je complète mon license plate. Et voilà. Et ce que ça fait, c'est que ça envoie le retour client. Donc, ça va créer un retour client à même le module pour, comme je disais, ensuite être revu par le service à la clientèle. Donc, ici, dans Sales Marketing, j'ai mes retours. Et ici, j'en ai un qui vient tout juste d'être fait en date d'aujourd'hui avec le produit que je viens de recevoir, avec le code de disposition que je m'attendais avec les deux A001. Pour finalement arriver au dernier point, l'application mobile version 4. Donc, quelques améliorations, dont une qui est plus importante que les autres selon moi, mais ils ont ajouté des thèmes de couleurs, donc c'est une expérience plus personnalisée. Le lecteur code barre avancé basé sur une caméra. Donc, quand on utilise un cellulaire, par exemple, ou une tablette, la caméra capte plusieurs codes barres. Donc, vous allez voir, j'ai une petite capture d'écran de l'amélioration qui ont apporté à l'application. Amélioration des performances, résilience du réseau et surtout l'autodiagnostic Wi-Fi intégré pour résoudre les problèmes de connectivité. Bon. Ici, je veux juste vous montrer que lorsqu'on fait une lecture et il y a plusieurs codes barres qui sont très près les uns des autres, la caméra va tous les capter. Auparavant, c'était assez compliqué d'aller choisir le bon. Il nous laissait seulement une possibilité. Là, maintenant, il va afficher tout ce qu'il voit et ce sera à l'utilisateur d'aller sélectionner le bon code barre. Donc, ça complète ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci François, excellente présentation. J'espère que ça vous a plu. Ceci met un terme là, à notre semaine d'expérience qui a été vraiment riche en expérience, il faut le dire. Euh, Vous allez recevoir un sondage. Ça serait grandement apprécié si vous pouviez le remplir. Ce qu'on vise avec ça, c'est de toujours s'améliorer et aussi découvrir des nouveaux sujets dont vous seriez intéressé. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter un très bon week-end.